Bienvenue dans votre émission, mesdames, messieurs. Très heureuse de vous savoir nombreux en train d'attendre ce grand rendez-vous d'actualité. J'espère que vous êtes en forme puisque nous on l'est. Le regard de ce soir sera arrivé sur le gouverneur de l'Équateur, lui Alphonse Kouagalo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, monsieur le gouverneur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien maintenant? Oui. Alors, monsieur le gouverneur, vous étiez tombé malade durant plusieurs mois, si on peut le dire ainsi. Alors, cela a donné place aux rumeurs. Il y en a certains qui ont parlé d'un empoisonnement. Il y en a d'autres qui ont fait allusion à un AVC. Il y en a d'autres qui sont allés même plus loin pour parler de l'ensorcellement. Il s'agissait de quoi exactement? Vous avez été victime de quoi? Oui. Ce n'était ni empoisonnement, ni ensorcellement. C'était la rupture d'une veine qui amène du sang au cerveau. Et cette rupture est intervenue à la suite d'un travail harassant que j'ai fait avant de quitter ma province pour venir à la consultation. Je suis arrivé un samedi et puis un mercredi, j'ai fait la crise et j'en profite pour rendre hommage au chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, qui a mis tout en œuvre pour que je sois sauvé. Je remercie également le peuple congolais de tout le Congo, Congo profond. Ceux de l'Équateur n'en parlons même pas, qui ont prié et Dieu a écouté pour que je revienne à la vie. Et vraiment qu'il me trouve auprès d'eux en ce moment où je parle. Chacun a regretté ce qui m'est arrivé, a prié Dieu. Il y en a même qui ont dit, je n'ose pas citer le nom, Dieu ne fait pas ça. Et quelqu'un m'en a confié. Je remercie les autorités gouvernementales, parlementaires, à l'Assemblée nationale, l'honorable Oumé Binakou, au Sénat, le président Kengo Adondo, qui sont allés me rendre visite sur mon lit de malade avant mon transfert en Afrique du Sud. Et je crois que si il n'y avait pas ce soutien, cette expression positive, cet encadrement positif de tous, en commençant par le chef de l'État, pour arriver au niveau des ministres, au niveau des députés, au niveau des sénateurs, je ne serais pas celui qui vous parle. Je serais peut-être appelé au passé, mais Dieu a entendu les prières. Et je n'ose pas oublier ici la communauté où je prie, la communauté du combat spirituel, où la maman, Olangi, a décrété le temps de prière pour moi. Et me voici aujourd'hui devant vous, sain et sauf aujourd'hui. Avant de venir ici, je suis allé voir le médecin qui m'a reçu au CMK, le remercier aussi, mais il a procédé à un petit test pour voir si je peux effectivement travailler. Il a constaté que j'ai dépassé la moyenne. Donc sur 30 points auxquels je devais répondre, j'ai répondu pour avoir 29 points. Donc il y a encore quelque chose dans la tête. Grâce à Dieu alors, oui. Il faut le dire ainsi. Oui. Monsieur Kouagalo, vous êtes arrivé, vous avez bénéficié d'un accueil très très chaleureux, on l'a vu justement aux images. Cela vous a fait quoi justement de voir vos enfants couler les vous larmes aux yeux. attendre? Franchement, ça m'a fait couler les larmes aux yeux. Je ne savais pas que j'étais aussi proche de tous les enfants de l'Équateur. En commençant par le chef-lieu, la ville de Mbandaka, où les gens ne pensaient pas que j'allais rentrer, où l'on a raconté tout sur moi, que j'étais devenu
un dingue, donc Gizengi, Vitangasoi, tout était raconté sur moi, mais Dieu n'avait pas encore donné son dernier mot. Parce qu'effectivement, à un moment où j'étais mis sous coma artificiel par le médecin qui m'a reçu en Afrique du Sud, et pendant 3 semaines, j'étais nourri avec des sondes, j'étais traité avec des ondes, et il y a ma femme qui connaît tout ça. Alors, peut-être votre femme très battante, il faut le dire, très battante, Madame Marie-Claire, qui vous a soutenu, qui a toujours été là. Je la salue en passant, n'est-ce pas? Elle a supporté cette douleur-là d'avoir un mari qui, à ses yeux, était en train de mourir. Mais elle a prié. Été forte. Elle a prié et Dieu a écouté aussi ses prières et il m'a remis en vie. Donc, en commençant par l'Équateur, c'était la ville de Mbandaka qui pensait que cela ne devait pas arriver, où les intentions de prière ont été données dans les églises. Dans chacune des églises. Toutes confondues. Les paroisses catholiques, protestantes, églises musulmanes, c'est pas si on appelle ça musulmanes, mais les mosquées. Les mosquées, oui. L'islam. Et les communautés des églises indépendantes qui ont dit que cela ne pouvait pas arriver. Qu'ils avaient demandé à Dieu qu'il leur donne un gouverneur qui regarde leurs problèmes, et à peine ils commencent un travail d'1 mois, Dieu ne peut pas l'appeler. Mais justement, cela nous pousse finalement à conclure que la province de l'Équateur est une province maudite qui a subi plusieurs sortes d'atrocités. Il faut le dire, quand je dis d'atrocités, on a connu le gouverneur qui vous a précédé. Ce qu'il a fait, c'était carrément, il a carrément plonger cette province dans le chaos total, et vous arrivez, vous commencez avec vos actions et tout de suite vous tombez malade. Cette province est-elle maudite ou il y a d'autres choses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire? Non, franchement, il ne faut pas être pessimiste. Nous, on nous a appris, quand nous avons commencé ce travail que je fais aujourd'hui, de ne pas regarder le passé, d'écrire sa propre page. Et j'ai commencé à écrire ma page, il y avait seulement 1 mois. Malheureusement, elle a été suspendue. Elle a été suspendue et maintenant nous allons reprendre. Alors, là où nous l'avons laissé. Suspendu, vous n'avez pas pu participer aux concertations nationales. Vous avez été absent durant 3 mois, comme je viens de le dire tout à l'heure. Monsieur Kouagalo, lorsque vous êtes arrivé, on vous a fait justement le rapport de la gestion de cette province par votre vice-gouverneur, votre vice. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant ce moment où vous étiez absent. Ce rapport a été positif ou négatif d'après vous? Là où vous avez laissé la province, elle a évolué ou il y a eu une petite réduction? Non, je lui ai demandé, comme à tous les ministres, de me déposer une synthèse de 2 pages au maximum. Je vais lire et je vais confronter avec la réalité. Donc, je ne formule pas encore un jugement, mais après la lecture, on va en parler. Mais non, lorsque vous êtes arrivé, de la première vue, vous avez constaté quoi? Sincèrement, soyez sincère, monsieur Kouagalo. Mais moi, je vous dis que j'ai demandé à monsieur le vice-gouverneur et à tous les ministres et commissaires provinciaux de me déposer chacun son rapport, maximum 2 pages. Je vais lire. Et s'il y a des actes posés, je vais regarder. Je ne peux pas me contenter de ce que me dit la population. Je ne dirais pas que la population est naïve. Je ne le dirai pas. Sinon, c'est mépriser cette population qui m'a porté tout son appui. Elle voit, elle comprend cette population. Elle comprend et je voudrais que chacun me donne ce qu'il a fait et je verrai, je tirerai les conclusions. Alors, vous attendez à vous fier justement de ces rapports? Oui, je vais rentrer à Mbandaka demain samedi et
je recevrai certainement le rapport parce que je leur avais donné 48 heures, mais malheureusement j'ai dû quitter la ville pour venir à la réunion de la majorité, et puis je suis parti à Goma, je suis en train de repartir dans ma province, et froidement, je vais tirer la conséquence. Alors, avez-vous déjà constitué votre cabinet Non, je n'ai pas encore constitué le cabinet. Pourquoi ce retard? Mais c'est parce que j'ai travaillé, comme je vous avais dit, d'une manière harassante pour mettre la mouture de cabinet. Et comme je n'avais pas terminé, j'ai demandé au directeur de cabinet, au conseil politique, de voir le vice-gouverneur pour regarder un peu si on peut avoir quelques éléments de lui. Et quand je suis venu ici, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et je suis resté 5 mois en dehors du territoire national. Je suis revenu pour faire 1 mois ici à Kinshasa, remercier le chef de l'État de son attention particulière à ma santé, le remercier et remercier aussi le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement. Et par la suite, je suis rentré. Après avoir vu le chef de l'État, je suis rentré, mais c'était pour faire 4 jours où la population a crié en disant « Vous me laissez, nous, un intérimaire à la hauteur de la tâche ». Alors, aujourd'hui, il faut dire des bonnes guerres entre vous, même si vous allez faire semblant aujourd'hui, mais tout le monde le sait que le gouverneur Kouégallo a quelques problèmes avec son vice-gouverneur. Apparemment, le vice-gouverneur est en train d'envier votre poste. Êtes-vous au courant de cela ou ce ne sont que des rumeurs? Non, de toute façon, pour accéder au poste de gouverneur aujourd'hui, ce n'est plus des manœuvres de coulisses. C'est le vote de l'Assemblée provinciale. Et c'est une présentation par les partis ou la majorité et la plateforme. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème. Mais quelles sont vos relations avec le vice-gouverneur? Elles sont constitutionnelles. Je ne dirais pas qu'elles sont amicales, mais elles sont constitutionnelles. Nous travaillons sur la base des textes, la Constitution et la loi portant organisation des provinces, libre d'administration des provinces. Alors, la normalité administrative demande à ce que lorsque le gouverneur n'est pas là, lorsque le vice-gouverneur reste, lorsqu'il s'agit de signature, qu'il puisse signer gouverneur en mission et puis il signe en bas. Mais une source déjà proche justement du gouvernorat de l'Équateur confirme que le gouverneur commençait déjà à signer gouverneur intérimaire par intérim. Monsieur Kouégallo, êtes-vous au courant de cela ou non? Si vous n'êtes pas au courant de cela, je vous l'apprends. Comment vous réagissez? J'ai eu l'occasion d'en parler en tête-à-tête avec le vice-gouverneur. Vous pouvez nous livrer? Je lui ai dit que j'étais aussi vice-gouverneur auprès de 3 gouverneurs. Très bien. Mananga, Condé et Mwando. Je voudrais lui montrer ce qu'un vice-gouverneur doit faire. Je ne vais pas en parler. Donc on comprend déjà que vous avez essayé de lui tirer un peu des oreilles. Mais c'est un travail de rééducation, d'éducation qu'il faut faire parce que il est venu, bien sûr, de la ville, de Mbandaka, pour accéder à ces postes-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On ne peut pas dire qu'il connaît tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre et je me donne, entre autres tâches, de lui apprendre comment un vice-gouverneur doit faire. Alors, M. Kouégallo, aujourd'hui, est-ce qu'il y a le nord de l'Équateur et les sud de l'Équateur où cela n'existe pas carrément? Non. Le nord, géographiquement parlant, oui. Mais administrativement parlant, ça n'existe pas. Il n'y a pas sur la carte géographique de notre pays quelque part où on dit voici le nord Équateur, d'une part et d'autre part. C'est une exploitation politicienne. Très bien. De cette disposition, de ce, je dirais, géographique, tout simplement. Et il y a des politiciens qui en font une arme lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir.
Et quand ils sont au pouvoir, ils n'en parlent plus. Et j'ai aussi... Pour quelle finalité, au fait? Pour quelle finalité? Non, pour abuser de la naïveté. C'est un peu de la populace. Hein? Oui. Donc, quand on est un leader dans une province où on a une mission de travailler pour la province, il faut éviter de parler du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il faut regarder la province dans son ensemble. Et c'est ça que nous devons faire, parce que on risquera un jour de dire que bon, il y a le Congo du Nord, le Congo de l'Est. Une sorte de balkanisation, hein, oui. Si on peut le dire ainsi. Oui, mais c'est tout simplement une astuce politicienne pour essayer d'abuser de la confiance de la population. Et lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne parlent jamais. Mais lorsqu'il y aura découpage, justement, par rapport à la Constitution qui a demandé à ce qu'il y ait découpage, est-ce que ne pensez-vous pas qu'on va retomber dans le même dossier de l'Équateur du Nord ou du Sud ou de l'Ouest? Non, on ne va pas retomber sur ça, parce que la Constitution a fait des districts actuels, des prochaines provinces. Donc, lorsque les actuels districts vont devenir des provinces, on parlera toujours de Nord, par exemple, Nord du Nord au Bangui. Très bien. Ça va arriver au moment opportun, donc. Mais ça n'a aucun effet sur le plan administratif. Vous voyez. Et c'est tout simplement des langages politiciens que certains politiciens qui n'ont pas accès à la direction des affaires utilisent pour essayer d'abuser de notre peuple. Alors, l'Équateur, c'est une province aujourd'hui qui a beaucoup de défis à relever. Lorsque vous êtes arrivé, votre première grande action, donc une action de grande envergure, c'était justement l'installation pour rétablir l'énergie électrique. On a vu cela, et lorsque vous êtes parti, on a vu une sorte de pause. Pensez-vous que c'est vous qui étiez en train de communiquer, de crier haut et fort, de montrer à tout le monde ce que vous étiez en train de faire, ou le vice-gouverneur était en train de travailler aussi, mais il n'y avait pas assez de communication, soit il ne travaillait pas, il y avait vraiment une pause, M. Koyagalo? Non, quand je suis rentré, j'ai reçu effectivement le rapport du directeur provincial de la SNEL pour me dire qu'il n'avait plus de carburant ni de lubrifiant pour poursuivre le programme. Je lui ai dit qu'à cela ne tienne, qu'il continue d'abord à réhabiliter le réseau de l'éclairage public, et qu'au moment où nous aurons des moyens, et nous en aurons, je vais mettre la quantité de carburant et de lubrifiant dont il a besoin. Donc, ne vous en faites pas, c'est un programme, une promesse que j'ai faite à l'Assemblée, adressée à notre population. Je vais le faire. S'il n'y avait pas cet incident malheureux qui m'est arrivé, 7 mois après, on serait déjà au niveau des districts. Malheureusement, le programme n'a pas pu se poursuivre, mais il y a d'autres sources qui disent que, M. Koyagalo, vous êtes un peu serein par rapport à ce problème d'électricité, parce que dans votre coin de Mobaïmbongo, il y a l'électricité, donc cela n'est pas vraiment une urgence pour vous. Qu'est-ce que vous allez répondre à cela? Je ne dors pas à Mobaïmbongo, je dors à Mbandaka. Donc, ce n'est pas une analyse juste. Je suis à Mbandaka, je vis avec la population du chef-lieu de notre province, et je dois leur faire partager le bénéfice d'accès à l'eau et à l'électricité, comme ceux de Mobaï, ceux de Boado. Donc, pour moi, c'est un pari. C'est votre cheval de bataille aujourd'hui par rapport à tous les défis, on peut le dire ainsi. C'est votre cheval de bataille, l'énergie électrique. L'énergie, pour moi, c'est un peu plus facile. Parce qu'il suffit d'acheter
de carburant et de lubrifiant et de mettre là où se trouvent les groupes thermiques pour que ça marche. Mais ce qui est difficile pour moi, ce sont des routes. C'est la relance de l'agriculture. Et peut-être, pourquoi pas, la recherche minière, parce qu'il y en a à l'Équateur. De quel côté? Dans quel coin exactement? Il y en a au territoire de Mobaïmbongo, territoire de Yakoma, territoire de Ikela, et même vers Zongo et Libengue. Donc, cela demande aussi, d'où la nécessité de moyens, mais aussi des investisseurs. Oui. Est-ce que vous êtes aujourd'hui ouvert, M. Koya-Gallo, en tant que gouverneur, parce qu'on sait déjà aujourd'hui comment ça se passe, hein? J'ai beaucoup de contacts et des investisseurs qui veulent venir, qui s'intéressent à l'Équateur. Et j'ai envoyé déjà 2 invitations. Et il y en a qui continuent à venir. Donc vous restez ouvert à la proposition des investisseurs. Oui, puisque nous-mêmes, au niveau de la province, nous n'avons pas le moyen qu'il faut, parce que ce sont des moyens colossaux qu'il faut débloquer pour procéder aux recherches, à l'exploration. Et j'en parle ici aussi en passant, qu'il n'y a pas que ça, le minerai, il y a aussi du pétrole. Et toute la province de l'Équateur baigne sur du pétrole, que ce soit dans le nord Ubangui qu'on croyait pauvre, dans le sud Ubangui, dans la Chuapa, dans le district même de l'Équateur et dans la Mongala. Il y a du pétrole. Mais il faut de l'argent pour mesurer l'importance de ces gisements et intéresser les investisseurs qu'ils viennent mettre les moyens en vue de rentabiliser cette production. Alors, M. Koya-Gallo, il y a un autre problème aujourd'hui qui se pose, c'est entre votre gouvernement provincial, dont vous êtes le chef d'exécutif, et le gouvernement national. C'est le problème de la rétrocession. Où en sommes-nous justement avec ce grand problème qui va aussi permettre à ce que cette province puisse résoudre aussi quelques problèmes? Oui. La rétrocession, jusqu'à un certain moment, je crois que c'est jusqu'à la conférence de Kananga, arrivait difficilement. Mais depuis la conférence de Kananga, la rétrocession arrive et pour la province comme entité autonome et pour les villes, les communes qu'on appelle les entités décentralisées, entités territoriales décentralisées. Mais, il faut le dire, les montants restent insuffisants pour réaliser quoi que ce soit. Donc c'est un défi, un autre défi du côté du gouvernement national qui doit relever justement, c'est bien cela? Oui, c'est-à-dire que le gouvernement central ne doit pas prendre tous les fonctionnements des provinces et des entités décentralisées en main, sinon on ne parle plus de la décentralisation. Mais ce sont les autorités locales qui doivent faire preuve d'imagination pour obtenir, d'abord détecter où se trouvent les sources taxables. Très bien. Et les percevoir. Et le complément viendra du gouvernement central. Donc, il faudrait bien nous expliquer. Donc, ça ne commence pas par le gouvernement central. C'est donc le gouvernement provincial qui doit fournir des efforts, consentir des efforts pour permettre à ce que le gouvernement central puisse aider ce même gouvernement provincial. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Le gouvernement central donne sa quote-part. Au plan de la Constitution, ça s'appelle 40%. Mais à l'analyse, les 40% risquent de favoriser excessivement certaines provinces et amener au tombeau d'autres provinces. C'est ainsi que le gouvernement a pris la mesure salutaire de faire une répartition en tenant compte des besoins des provinces. Ça, c'est considéré comme faisant partie des 40%, même si ce n'est pas les 40% des recettes nationales produites dans chaque province.
Alors, au-delà de cela, il y a des recettes provinciales propres. Taxe sur les superficies bâties et non bâties, pour la province de l'Équateur par exemple, la taxe sur la concession forestière, la taxe sur les véhicules, taxe sur la circulation routière et la taxe sur les produits agricoles sont des taxes autorisées par les lois et perçues par les provinces. C'est maintenant aux provinces qu'il appartient, en ce qui concerne par exemple l'Équateur, de maximiser la mobilisation de ces recettes internes propres. Et j'ai eu l'occasion de dire lorsque j'ai parlé à l'Assemblée que l'Équateur n'est pas pauvre dans ces domaines-là. Très bien. Mais la pauvreté nous vient plutôt de notre tête. Parce que nous ne faisons pas suffisamment preuve d'imagination pour mettre les structures appropriées en place en vue de mobiliser, de réaliser une mobilisation maximale de ces recettes provinciales. Je suis allé à Goma dans le cadre de la conférence. J'ai parlé avec le directeur général adjoint de la régie financière de la province. Il m'a dit que la province du Nord Kivu avait aussi les mêmes difficultés au départ. Par mois, il ne dépassait pas 80 000 $. Et lorsqu'ils sont parvenus à réaliser 300 000 $, c'était une fête. Mais aujourd'hui, avec de l'imagination, des structures de contrôle de l'évasion fiscale, ils font plus d'1 million de $ par mois. Donc, qu'est-ce qui nous masque à l'Équateur? Et aujourd'hui, à l'Équateur, vous faites combien par mois, à peu près, une sorte d'évaluation? Bon, j'ai demandé, il arrive qu'on ait 100 millions de francs congolais, mais c'est la période l'équivalent de 13 000 $. De vaches grasses maintenant, qu'on peut réaliser 100 millions de francs congolais, mais quand ce sera la période de vaches maigres, au moment où tout le monde se sera acquitté, on pourra peut-être réaliser 50 000 par mois, ce qui n'est pas important, parce que dans l'ensemble, la province a présenté un budget de recettes propres de 300 à 350 millions de francs congolais, ce qui est vraiment insuffisant. Ça fait 380, 390 000 $ à peu près, même pas la moitié d'1 million de $ que le Nord Kivu fait par mois. Alors, M. Kouagalo, lorsque vous parliez, vous êtes en train de faire plus allusion à l'Assemblée provinciale. Finalement, comparativement aux relations scandaleuses que votre prédécesseur a eues avec cette Assemblée provinciale, vous coopérez bien avec vos députés? Comment ça se passe? Moi, je dis que j'essaie toujours d'éviter de comparer mon prédécesseur à mes relations, soit. Mais je dirais tout simplement que j'ai dit à l'Assemblée provinciale, lors de mon discours, mes deux discours d'ailleurs, le discours de campagne et le discours d'investiture, que comme gouverneur, je suis leur production, j'émane d'eux, et que la Constitution leur permet d'utiliser les moyens de contrôle que je ne vais pas empêcher. Et jusqu'ici, ils n'ont pas encore tenté d'utiliser leurs moyens de contrôle, notamment interpellation, questions orales, questions écrites, motions. Ils n'ont pas encore utilisé. Donc ça fait 7 mois. Donc vous n'avez pas peur qu'ils puissent même vous faire tomber, qu'elle puisse vous faire tomber cette Assemblée provinciale en réunissant les signatures. Si c'est leur volonté et que cela réunit les 50%, plus 1, ça peut arriver. Mais au niveau où se trouvent nos relations aujourd'hui, je ne vois pas que
c'est envisagé. Avant de clôturer avec la province de l'Équateur, on va parler de ces 100 jours justement pour faire une sorte de bilan, hein, si on peut le dire ainsi. Vos 100 jours sont passés comme ça. C'était à vous de le faire ou lorsque vous étiez absent, le gouverneur, le vice-gouverneur pouvait aussi le faire? D'abord, mettons les choses au point quand même. Les 100 jours, c'est bon, mais c'est pour les pays qui ont toutes les structures en place. Mais ici, en RDC, on a aussi des structures en place. On a vu le Premier ministre Augustin Matata Ponyo faire justement son bilan après ces 100 jours. Le Premier ministre, c'est le Premier ministre. Mais moi, j'ai dit que avoir la prétention de trouver une solution sur une promesse faite à l'Assemblée, une promesse qui peut prendre même 1 an, 2 ans, et en parler en 5 mois pour savoir, en 100 jours pour savoir ce qui a été fait, c'est trop d'ambition, c'est prétentieux. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne pouvais pas non plus en parler parce que j'étais absent. Et votre vice-gouverneur, le vice, il ne pouvait pas le faire. Il n'a pas qualité. Il n'a pas le pouvoir d'aller présenter un programme dont il n'a pas, il n'a pas la quintessence de cette promesse-là. Et il ne l'a pas fait, bien sûr. Alors, monsieur le gouverneur, on va parler à présent de l'actualité qui reste dominée justement par l'alternative de 2016. Vous étiez à Kingakati, comme tous les autres. Vous avez entendu votre autorité morale qui a commencé d'abord par dire que vous n'étiez pas réunis pour comploter contre la République, mais il a dit qu'il n'y a pas de dauphin. Aujourd'hui, monsieur Koyagalo, comment avez-vous compris cela? Il n'y a pas de dauphin. Est-ce que Joseph Kabila veut dire d'une manière implicite qu'en 2016 il va rester? Il n'y a pas de dauphin. Comment avez-vous compris cela? D'abord, on commence par là. Mais je crois que le président a tout à fait raison parce que il n'est nulle part prévu dans notre constitution l'existence des dauphins. S'il y en a, bon, qu'on me fasse signe. Politiquement, qu'on me fasse signe, oui. je verrai. Oui. Mais le président a certainement une appréciation de chacun de ses collaborateurs. Et donc c'est un homme très discret. Et même s'il avait une idée... Il a dit clairement, là ce n'est plus de la discrétion, monsieur le gouverneur, il a dit clairement qu'il n'y a pas de dauphin. Il faut d'abord travailler. Il faut travailler, répondre aux préoccupations de ce peuple. Ce peuple a besoin de la bonne éducation pour ses enfants, des hôpitaux, et il en a inauguré, et des écoles, et puis pourquoi pas de l'emploi. Il faut d'abord y travailler. Vous n'étiez pas déçu parce qu'il faut dire que même au sein de la majorité, nos sources nous ont confirmé que... Moi, je ne serai jamais candidat, donc je n'ai pas une déception. Donc, mais certains ont été quand même déçus au sein de la majorité qui attendaient à ce que Joseph Kabila puisse se remplacer et puis voilà, après son départ. Vous savez que on ne peut pas tout dire sur les plateaux ici, mais Joseph Kabila est quand même dans la vie de chaque citoyen. Parce que j'ai porté dans mes bras ma petite fille qui a l'âge de 2 ans. Alors, je lui ai montré les photos. Une photo sur laquelle j'étais avec le chef de l'État. J'ai montré ma photo. Elle a dit, c'est vous, Pépé. J'ai montré la photo du président. Il dit, c'est Kabila. Donc, ça dit, le président est dans la vie, même de nos petits-enfants. Et il faut en tenir compte. Ça vaut aussi en politique. Ça vaut en politique de la nécessité justement de penser aussi à cette année, justement l'année 2016, s'il va partir ou il ne va pas partir. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de dauphin, vous avez parlé de la Constitution, mais politiquement, on va parler justement de votre parti politique, le PPRD, dont il est l'initiateur. L'objectif principal d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Et conserver. Conserver ce pouvoir-là. Mais Joseph Kabila, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de dauphin, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est lui-même qui sera son propre dauphin ou il veut juste lancer le débat comme il en a souvent l'habitude? Non, c'est-à-dire que le président est très discret.
je peux vous dire une chose. Quand il m'a nommé vice-premier ministre, on s'était vu. Il ne m'a rien dit. Et le soir, j'entends l'ordonnance. Donc, il ne voulait pas me dire que je viens de vous nommer vice-premier ministre. Peut-être qu'il a déjà son dauphin. Il a ses idées. Et le moment venu, si c'est nécessaire, il le dira. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un désordre dans la majorité présidentielle. Monsieur Kouéguelo, vous avez été secrétaire exécutif justement de cette plateforme. Vous êtes parti aujourd'hui, vous êtes remplacé par le secrétaire général qui est en même temps président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, même les propres acteurs politiques de votre famille politique ne savent plus quoi dire. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la position officielle de Joseph Kabila. Lambert Mende qui fait une déclaration parlant de la rationalité constitutionnelle en disant que constitutionnellement, le président Kabila doit partir en 2016. Aubin Minakou qui vient ensuite parler sur la RFI pour confirmer que Joseph Kabila va respecter la Constitution comme il a dit lors de son investiture, qui va partir en 2016. Mais il y a d'autres membres de votre famille politique qui passent à la télé pour dire qu'ils doivent signer une pétition pour élargir le mandat carrément du chef de l'État, carrément pour changer la Constitution. Il ne va pas partir. Joseph Kabila lui-même personnellement, il sait que ces derniers temps, beaucoup de gens sont en train de parler de ça. Il n'a pas rassuré non plus qu'il va partir ou il va rester. Il n'a rien dit. Il a en tout cas qualifié cela de la distraction. Il a dit qu'il continue à travailler. Comment gérez-vous ce désordre qu'il y a au sein de votre famille politique? Les uns parlent de changement de la Constitution, les autres parlent du respect de la Constitution. Je suis membre du bureau politique de la majorité. Je suis même cofondateur de la majorité, de l'AMP à la MP. Mais ce problème n'a jamais été débattu au cours d'une réunion du bureau politique. Quand on en parlera, vous me poserez la question si le secrétaire général qui préside le bureau politique en absence du chef de l'État et le ministre Mende, qui est membre du bureau politique et cofondateur de l'AMP et de la MP, font leur déclaration, ils assument. Cela engage, justement, monsieur le gouverneur, cela engage le chef de l'État ou cela n'engage qu'eux-mêmes? Non. Vous savez que nous avons la liberté d'expression au sein de la majorité. C'est une règle d'or. Ils ont usé de leur liberté d'expression. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas encore engagé la majorité présidentielle. Donc, c'est le bureau politique qui prend les options fondamentales par rapport à ce genre de problème. Donc jusqu'ici, nous n'avons pas encore... Parce que justement, on ne connaît pas la position de Joseph Kabila. Alors, jusque-là, on peut considérer que la position de Joseph Kabila n'est pas encore connue. Donc, on ne sait pas s'il va partir ou il va rester. C'est ça la conclusion qu'on peut avoir, M. Kouéguelo, parce que c'est assez clair. Je peux le dire parce que nous avons eu une réunion avant que je ne devienne gouverneur à Kingakati. Je crois que je venais de passer le flambeau au secrétaire général. Il a dit que tout le monde parle. Jusqu'ici, il n'a encore rien dit. Il n'a pas encore parlé. Et il a encore répété d'une manière indirecte, oui, implicite. En disant que il faut travailler d'abord. Il faut travailler. Et pourquoi nous ne pensons pas au travail qu'il nous faut faire pour répondre qu'il nous faut faire, mais non qu'il nous reste à faire. C'est ça la nuance un peu. Hein. Il faudrait vraiment ne pas vraiment jouer avec les mots, comprendre clairement ce que Joseph Kabila cherche à nous faire comprendre. En tant que politique, justement, quand il dit cela, pousse justement les avertis à réfléchir là-dessus. Il faudrait voir ce qu'il nous faut faire et non ce qu'il nous reste à faire. Il ne faut pas suppléter. C'est ça la nuance. Allez-y, monsieur. Il ne faut pas suppléter. Jusqu'ici, il n'a encore rien dit. Donc on ne sait pas s'il va partir ou il ne va pas partir. Il ne faut pas parler en ses lieux et place. Donc pour moi, lorsque il nous amène dans une réunion du bureau politique et qu'après débat, nous prenons une option, je suis mieux placé pour en parler
parce qu'en ce moment-là, je dirais que lors d'une réunion avec le chef de l'État, voici ça qui a été décidé. Donc aujourd'hui, c'est hasardé à dire ce qui n'a pas été dit. Alors cela laisse quand même la place au débat puisque vous ne convoquez pas la réunion parce qu'une famille bien organisée doit convoquer une réunion pour attirer par exemple l'attention de M. Claude Machala qui est en train de faire signer une pétition pour qu'on change des constitutions pour que Joseph Kabila reste et attirer l'attention par exemple de M. Obaminaku qui lui parle du respect de la constitution, affirme que Joseph Kabila va partir. Il y a un désordre au sein de votre famille politique. Pourquoi ne pas mettre un peu de l'ordre? Joseph Kabila en tant qu'une autorité morale responsable. Mais nous sommes une famille organisée qui base son action. Mais cela ne se fait pas voir justement par rapport... Qui base son action sur la liberté d'expression. Vous voulez m'amener aussi à dire que non, je pense que Joseph Kabila va partir. Non. Mais vous, votre point de vue? Mon point de vue est que je reste fidèle à Joseph Kabila. Il a dit que tout le monde en parle, mais lui n'a pas encore parlé. Et je répète ça parce que je préfère m'attacher à ce qu'il a dit et auquel je crois, c'est qu'il n'a encore rien dit, donc il faut s'empêcher de donner des positions catégoriques par rapport à ce qui pourrait arriver. Alors, M. Kouya-Diallo, pour conclure justement avec cette question, aujourd'hui, pourquoi Joseph Kabila, vous parlez quand même souvent avec lui, pourquoi il ne peut pas faire une déclaration en rassurant la population qui s'agite, où aujourd'hui le débat est lancé dans la scène politique, que je vais respecter la Constitution, les articles verrouillés par l'article 220, je ne vais pas le déverrouiller, je vais partir en 2016. Pourquoi ne pas rassurer les gens qui va partir ou il va rester? Moi je crois qu'il ne faut pas donner l'impression d'avoir des leçons à donner au président Joseph Kabila Kabange. Et ça serait commettre une faute grave. Il nous dira... Mais vos autres collègues ont déjà commis des fautes graves ou on va considérer ça comme leur propre point de vue? Non, ils ont donné leur point de vue. D'accord. Le moment où il viendra présider une réunion du bureau politique, c'est sa position que nous allons défendre par fidélité. Je vais défendre ça. Et jusqu'ici, il ne nous a encore rien dit. Qu'est-ce que vous voulez que je défende? Alors, M. Kouya-Diallo, êtes-vous respectueux de la Constitution, oui ou non? Ah oui, je respecte la Constitution et je dois respecter la Constitution. Jusqu'à quelle limite? Mais vous savez que quand les gens disent qu'on respecte la Constitution, ils pensent que la Constitution et la Bible, où il est écrit à la fin que cette parole, on doit ni retirer ni ajouter. Mais la Constitution, c'est une œuvre humaine. Elle peut être modifiée. Merci beaucoup. Et quand elle est modifiée, ça sera suivant les normes. Si Joseph Kabila aujourd'hui modifie la Constitution pour rester, pour aller au-delà de 2016, vous allez l'accompagner, vous allez le soutenir, parce que vous êtes kabiliste. En tout cas, il n'a pas dit qu'il va modifier la Constitution. Mais si ça arrive, c'est une hypothèse qu'on envisage. Vous avez dit que vous êtes fidèle à lui, M. Kouya-Diallo. En tout cas, c'est votre spéculation, mais il n'a jamais dit qu'il va modifier la Constitution. Il va respecter la Constitution. Mais s'il y a des signatures de Congolais libres pour obtenir la modification de la Constitution, nous allons respecter. Merci beaucoup, M. Kouya-Diallo. On va conclure justement avec la mise en place du nouveau gouvernement. Vous le savez, ce nouveau gouvernement qui sera composé de tout le monde. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'il y a cette crainte justement de plonger le pays dans le chaos avec presque les désordres qu'il y aura, hein? Donc c'est-à-dire on essaie un peu de projeter. Non. Le gouvernement de cohésion nationale du patriarche Antoine Gizenga avait plus de 54 membres. Donc ça n'a pas entraîné le pays dans le chaos. Ce gouvernement ici, dont la mouture n'est pas encore sortie, je ne sais pas combien de membres en feront partie,
Et je ne crois pas qu'à cause de la composition de l'équipe gouvernementale, le pays va rentrer dans la guerre. Non, je ne crois pas. Mais il faut préparer les élections et c'est en 2016. Dernière question, pensez-vous que Matata Ponyo doit partir ou il doit rester? Le chef de l'État doit changer des chefs d'exécutif central ou il doit rester? Non, là je suis très mal placé pour donner un point de vue parce que le chef de l'État a plutôt plusieurs fers au feu. Votre point de vue, M. Koya-Gallo? Mon point de vue. Essayez un peu d'oublier un peu Joseph Kabila pour une seconde. Non. Il ne faut pas penser que je remets tout sur le président Joseph Kabila. D'accord. Hein? Allez-y. Mais c'est lui qui, en tenant compte des objectifs qu'il poursuivait en le désignant comme Premier ministre, est mieux placé pour évaluer si cet objectif a été atteint à 20%, à 30%, 40%, 50%. Si c'est déjà 50%, moi je trouve que c'est bon. Si c'est 30%, je dis que ce n'est pas bon. Et vous, comment vous trouvez le travail de Matata Ponyo? Non, mais il y a quand même la stabilité monétaire incontestable. Et puis, je dirais qu'il m'a envoyé 1,5 milliard de francs congolais pour acheter des produits, des semences agricoles améliorées et donner à la population de l'Équateur ce que j'ai fait. Donc pour moi, c'est positif. Merci beaucoup, Monsieur Koya-Gallo, d'avoir répondu à notre invitation. On a été très honorés. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province de l'Équateur, une province qui a beaucoup de défis à relever. Bonne chance justement pour la suite. À vous également, merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous allez nous suivre sur Congo Web Télévision, mais aussi sur www.barbaranzimbi.com et vous allez nous suivre également sur la radio-télévision nationale congolaise. Tous les plaisirs a été pour moi. Je vous retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.